On va maintenant écouter Sylvain Franger, qui est professeur à l'Université de Paris-Sud et qui va nous donner ou nous raconter tous les mystères et toute l'interprétation des spectres d'impédance pour la caractérisation d'interface. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à Jean-Marie pour cette invitation donc, à vous présenter quelques résultats sur l'impédance. Donc effectivement, je crois que vous avez dans ce cours plusieurs illustrations au niveau des batteries. Et donc la spectroscopie d'impédance est une technique qui est très utilisée pour essayer de regarder les interfaces. Mais dans mon titre, j'ai mis pas que, parce qu'on va voir, je vais essayer de vous illustrer le fait qu'on peut évidemment regarder plus loin que les interfaces, jusque dans les profondeurs de l'électrode. Et on essaiera d'illustrer ça par quelques exemples concrets. Alors, je viens de Paris-Sud, excusez-moi, oui, je ne me suis pas présenté. Donc, je viens de l'université Paris-Sud, au bout de la ligne B du RER. Donc, ce n'est pas très loin, mais ceci dit, voilà, quand le RER marche, c'est parfait. On est ici très rapidement. Donc, le sommaire, je vais vous présenter la notion d'impédance pour essayer que tout le monde ait à peu près les idées claires là-dessus. Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, ensuite, on verra vraiment des exemples, puisque je pense que l'intérêt, c'est d'illustrer ça sur des manips concrètes. Et puis, je finirai par quelques avancées pour vous montrer des choses intéressantes sur l'impédance. Alors, qu'est-ce que l'impédance? Donc, vous connaissez tous plus ou moins la notion de résistance. Donc, c'est ce qui lie en fait la relation entre le courant et la tension. Donc là, c'est en régime continu, donc à travers la loi d'Ohm. Et cette résistance, c'est vraiment très traditionnel. Hein, le nom parle de lui-même. C'est vraiment ce qui va gêner le passage du courant dans l'ensemble du circuit électrique. Alors le problème, c'est qu'il existe d'autres composants qui n'ont pas forcément ces mêmes relations courant-tension, notamment qui sont plus valables en régime continu, puisque si on prend justement tout ce qui est condensateur, les capacités ou les bobines à travers les inductances, vous voyez que les relations entre le courant et la tension sont complètement différentes. En tout cas, on a perdu la linéarité qu'on avait à travers la loi d'Ohm. Néanmoins, évidemment, ces composants électriques sont intéressants et on verra que dans les cellules électrochimiques, on est susceptible de les trouver. Donc du coup, lorsqu'on va regarder des régimes sinusoïdaux, donc c'est le cas ici, si on prend la tension, donc on va pouvoir l'écrire sous forme complexe et on va voir l'intérêt de l'écrire également sous forme complexe. C'est que quand je vais prendre la dérivée de la tension par rapport au temps, eh bien, grâce à cette écriture complexe, je vois que la dérivée, c'est finalement une multiplication par j oméga, où j est ici le i des mathématiciens, dont le carré fait moins 1. Hein. Donc en électrochimie, on préfère noter j pour ne pas confondre avec le courant qu'on note i. Et donc vous voyez que notamment donc, tout ce qui est dérivation finalement devient multiplication par j oméga. Donc ça linéarise un certain nombre de relations et notamment si on reprend la capacitance, vous voyez que finalement on obtient des valeurs de lois entre le courant et la tension qui deviennent linéaires. Et donc si on remet tout sous la forme U égale quelque chose en fonction de I, on voit que pour le condensateur, on peut écrire cette relation-là, et puis pour l'inductance, on peut écrire cette relation-là. Donc du coup, on arrive à linéariser les relations que je vous ai montrées tout à l'heure, et puis surtout, on peut donc en régime sinusoïdal généraliser la loi d'Ohm en écrivant que U est toujours égal à quelque chose fois I. Donc U reste proportionnel à I, et on va appeler ce facteur de proportionnalité Z. Donc on arrive à généraliser cette loi d'Ohm, et donc à travers Z l'impédance, et donc l'impédance, c'est également la force avec laquelle donc, tous les composants électriques, cette fois-ci, vont s'opposer au passage du courant. Donc la loi d'Ohm en régime continu, qui est uniquement dédiée aux conducteurs ohmiques, eh bien, en régime sinusoïdal, à travers cette notion d'impédance, on applique cette force d'opposition au passage du courant à tous les paramètres électriques. Alors, on peut représenter l'impédance de différentes façons. Donc, vous avez ici très classiquement votre dipôle qui va être traversé par un courant et une tension. Donc, les deux sont sinusoïdaux. Donc, on va avoir ici effectivement un déphasage et puis des amplitudes différentes qui seront proportionnelles à travers cette relation-là, puisque l'impédance est donc le rapport de proportionnalité entre U et I.
Et donc là encore, si on écrit U et I en notation complexe, on voit que l'impédance est elle-même un nombre complexe. Donc on peut représenter en représentation de Nyquist la partie réelle de cette impédance en fonction de la partie imaginaire, ou bien sur la représentation de Bode, le logarithme du module de Z en fonction de la fréquence, ou bien le déphasage en fonction de la fréquence. Donc au choix, on peut travailler sur l'un ou l'autre des représentations. Moi, je pense qu'il faut travailler sur toutes, parce que souvent on voit des diagrammes de Nyquist qui sont intéressants pour un certain nombre de discriminations de phénomènes, mais les diagrammes de Bode apportent d'autres informations qu'on n'a pas là forcément, puisqu'ici on perd la notion notamment de la fréquence, alors qu'ici on voit effectivement les dépendances en fréquence et le déphasage aussi, qui peuvent être intéressants d'exploiter. Donc toutes les représentations sont intéressantes. Alors pourquoi effectivement l'impédance va apporter des choses particulièrement précieuses en électrochimie? Bon, donc ça c'est vraiment très classique, je pense que dans ce cours vous avez vraiment ça en tête. Vous avez ici l'interface entre une électrode et puis la solution, où peuvent se passer plusieurs réactions chimiques notamment, et vous avez aussi la diffusion des espèces vers l'électrode. Vous avez la double couche qui est systématique. Dès que vous avez une électrode qui plonge dans une solution, vous avez cette interface qui se met en place avec de l'absorption de certains ions, des solvatations, des couches de solvatation et des molécules du solvant qui forment une armature d'un pseudo-condensateur. Et puis vous avez votre électrode elle-même à la surface de laquelle plusieurs phénomènes peuvent se passer, notamment des phénomènes capacitifs à travers cette double couche, j'ai déjà prononcé le terme de pseudo-condensateur, mais où vous pouvez également avoir des espèces qui s'adsorbent, qui vont se désorber, et donc là aussi de façon chimique ou de façon électrochimique, donc le potentiel va pouvoir éventuellement jouer sur cette adsorption. Vous pouvez avoir de la passivation, donc on a parlé tout à l'heure du terme de SEI, qui peuvent se former donc à la surface des électrodes, donc là aussi ça va intervenir ici, et puis surtout ce qui vous intéresse dans la batterie, c'est d'avoir des électrodes qui ont une cinétique rapide, donc avec un transfert de charge qui soit particulièrement bon et efficace. Donc ça aussi, ça va intervenir ici. Et puis dans vos électrodes, vous allez pouvoir, suivant la forme de ces électrodes, si ce sont des couches minces, si ce sont des électrodes composites, poreuses, denses, etc., tout un tas de phénomènes qui peuvent intervenir à l'intérieur, des phénomènes de diffusion également des espèces, des phénomènes d'accumulation, de porosité, etc., etc. Donc évidemment, tout ça va être intéressant parce que si on reprend donc l'ensemble de ces phénomènes physico-chimiques, on voit que assez facilement, on peut trouver leur équivalent électrique. Donc l'électrolyte contient des ions à une concentration donnée, donc la mobilité des ions n'est pas infinie, donc tout ça va amener une résistance au passage du courant ionique. Vous avez donc le pseudo-condensateur, la double couche qui se forme à l'interface entre l'électrode et l'électrolyte, donc qui est effectivement quelque chose qui va donner du courant capacitif, comme un condensateur. Et puis vous avez donc la cinétique du transfert de charge, qui est décrit par des lois cinétiques de type Butler-Volmer, où on voit effectivement que le courant est fonction du potentiel auquel vous êtes. Et donc tout ça va vous donner évidemment des résistances de transfert de charge quand vous êtes dans certaines conditions. Et puis tous les phénomènes diffusionnels qui peuvent être de la loi de Fick traditionnelle ou de la diffusion anormale, suivant comment on est, la géométrie de l'électrode. Et puis tout ça est lié aussi au chemin de diffusion, c'est-à-dire l'épaisseur dans lequel vont diffuser les espèces, qui a son importance, puisque vous voyez que ce terme apparaît ici, et donc il va donner des diffusions, des impédances de diffusion qui vont avoir différentes natures et différentes valeurs. Donc tout ça se met donc sous forme de circuits électriques équivalents, et donc vous voyez qu'en notation de Nyquist, une résistance c'est juste une partie réelle, donc ça va être un point sur l'axe des abscisses. Un circuit RC en parallèle va donner naissance à un demi-cercle dans la représentation de Nyquist. Et puis les impédances de diffusion, suivant la valeur, donc comme je le disais, de ce chemin de diffusion, vont donner des diagrammes de Nyquist différents. Ça démarre souvent par une droite à 45 degrés, c'est de la diffusion, on va dire, rapide, semi-infinie, donc il n'y a pas d'opposition très franche à la mobilité des ions. Et puis après, donc, si on est dans une couche mince, on va avoir un rebouclage sur l'axe des réels parce que les ions vont commencer à voir les parois sur lesquelles leur chemin va s'arrêter.
Et ensuite, donc, on peut avoir aussi de l'accumulation de charges, donc, comme l'armature d'un condensateur. Là, ça veut dire qu'il y a un blocage tous les ions vont s'arrêter. Donc, d'un point de vue expérimental, la manip n'est pas très compliquée à mettre en place, pourvu qu'on ait un analyseur de fréquences. Donc, c'est quelque chose qui est capable de vous générer des sinusoïdes de différentes fréquences et puis d'analyser les fréquences retour. Ce qui est plus compliqué, finalement, c'est la mise en place d'un point de vue pratique sur la cellule électrochimique elle-même, puisque, en fait, si vous voulez avoir connaissance vraiment de l'impédance de votre électrode de travail et non pas de l'électrode auxiliaire, il va falloir injecter une électrode de référence, et c'est là que se posent la plupart des problèmes, c'est-à-dire le positionnement de cette électrode de référence dans l'ensemble du système n'est pas évidente. Moyennant quelques précautions, on arrive effectivement à la placer de façon optimale pour qu'on ait des spectres qui soient lisibles et facilement exploitables. Donc, comment vous allez faire? Vous allez donc placer votre système électrochimique, votre cellule, à un état donné. Donc, vous savez que toute cellule électrochimique définie par une courbe courant-tension, donc voilà, c'est la courbe qui est ici, où vous avez donc les variations du courant en fonction du potentiel auquel vous êtes. Vous allez vous placer à un point de fonctionnement, c'est-à-dire un point d'équilibre de votre système, et puis en ce point-là, vous allez envoyer une perturbation sinusoïdale qui peut être en tension, et vous allez récolter à ce moment-là la réponse en courant. Mais vous pouvez tout aussi bien envoyer de la perturbation en courant, et à ce moment-là, récolter la réponse en tension. Vous voyez que si vous êtes dans un régime linéaire et complètement symétrique, comme les deux sont liés à travers Z, c'est indépendant ce que vous envoyez et ce que vous lisez. Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Normalement, vous êtes censé avoir la même chose. L'intérêt, évidemment, de cette technique, c'est que vous avez accès donc à l'impédance de l'ensemble de votre cellule électrochimique et vous allez pouvoir discriminer, suivant la fréquence à laquelle le système va répondre, eh bien, tous les phénomènes suivant leur constante de temps. Pour simplifier, on peut dire qu'aux fréquences très élevées, vous allez avoir accès aux cinétiques très rapides, alors qu'aux fréquences très basses, vous allez avoir accès plutôt aux phénomènes plus lents. Donc vraiment, la cinétique joue un rôle ici dans l'allure du spectre que vous allez obtenir. Et donc en une expérience, c'est l'envoi de plusieurs sinusoïdes à différentes fréquences, vous avez donc accès à l'ensemble de ces paramètres physico-chimiques qui sont évidemment intéressants puisque ça va vous qualifier la cinétique, du transfert de charge, la morphologie de votre électrode, si vous pouvez voir les porosités, ce que j'essaierai de vous illustrer plus tard, et puis si vous avez formation de SEI, de passivation de l'électrode, si elle est stable ou pas. Alors les limitations de la technique, tout de suite, qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que vous voyez que ceci n'est valable que si vous êtes à l'équilibre. Si votre système dérive en potentiel ou en intensité pendant la mesure, vous n'êtes plus dans un état d'équilibre et donc du coup vous allez perdre la linéarité entre U et I, donc Z va varier mais de façon inhomogène. Et puis votre perturbation doit elle-même aussi être relativement faible pour ne pas justement perturber trop votre système et faire en sorte qu'il dérive ou en potentiel ou en courant. C'est vraiment, vous allez chatouiller votre système autour de son point d'équilibre et donc vous devez avoir une perturbation qui soit suffisamment faible pour éviter cela, mais suffisamment élevée pour ne pas être dans un bruit de fond non plus. Donc il y a évidemment toute une calibration à faire avant d'envoyer votre signal pour vraiment vous assurer que vous êtes dans les bonnes conditions pour le faire. Moyennant quoi, si vous êtes assuré de ça, vous êtes dans le domaine linéaire. Vous avez donc toujours bien cette relation de linéarité entre U et I à travers Z, l'impédance. Donc, comment ça se passe sur le cas des batteries lithium-ion? Donc, vous avez ici le schéma général d'une batterie lithium-ion avec ses deux électrodes et puis donc les deux interfaces entre chaque électrode et l'électrolyte. Donc, si vous faites l'impédance de l'ensemble, vous allez avoir évidemment accès à tous les phénomènes qui se passent dans cette électrode, aux interfaces, dans l'électrolyte, à l'interface avec l'autre électrode, dans le cœur de l'électrode, donc un système vraiment très très complet et je dirais très complexe aussi à exploiter par la suite puisque vous allez avoir vraiment
l'ensemble de l'impédance de tout le système. Donc si vous voulez y voir clair et avoir notamment connaissance de l'impédance, par exemple, que de la demi-cellule, c'est là où vous allez positionner une électrode de référence de façon optimale, et moyennant quoi vous allez regarder votre système uniquement sur une électrode et ce qui se passe avec cette électrode et son interface. Donc ce que j'ai remodélisé ici. Si vous faites ça, donc vous voyez que votre électrode étant là, votre électrolyte étant ici, la double couche étant là, votre courant, qui est à la fois du courant ionique et du courant électronique aussi ici, peut se décomposer en une partie capacitive, puisque vous avez la charge de la double couche, qui est un pseudo-condensateur, et puis en courant faradique, qui va être lié à toutes les réactions électrochimiques, transfert de charge, etc. Votre tension U aux bornes de votre électrode et de l'électrolyte, elle peut se décomposer comme étant une partie de la tension d'électrode plus la tension au sein de l'électrolyte. Donc si vous écrivez de façon très traditionnelle ce que vaut la tension U, vous voyez que c'est la somme de ces deux termes, et puis la tension dans l'électrolyte, c'est la résistance de l'électrolyte fois le courant qui passe. Et le potentiel d'électrode, c'est le potentiel E traditionnel. Le courant, lui, c'est la somme de deux contributions, du capacitif et du faradique, et donc le courant capacitif, c'est la charge de la double couche. Si je suis en notation complexe, j'ai dit la dérivée par rapport au temps, c'est une multiplication par j oméga, donc I est complexe, tout va être complexe très rapidement, et donc I capacitif, c'est simplement ce terme-là. Donc si je divise mon U, c'est-à-dire la tension aux bornes de ce système, par le courant I total qui passe, j'aurai l'impédance Z que je cherche de cette interface. Et donc je vois qu'en faisant ça, je vais diviser donc U par I, je vais avoir RE plus E qui va être divisé par I étant la somme de ces deux termes, avec IC qui est la partie capacitive plus IF. Donc finalement, je vois que mon impédance se décompose déjà en deux termes, on va dire. Un premier terme, c'est la résistance d'électrolyte, plus ce deuxième terme que je vais appeler Z'. Alors Z', c'est pas facile de le voir tout de suite, quelle est la forme de Z' et ce que ça renseigne, mais si vous prenez l'inverse de Z', c'est l'inverse de ce quotient-là, vous voyez que ça va faire IF divisé par E plus J oméga C, E divisé par E, donc J oméga C. Et donc là, vous reconnaissez, I, c'est le courant faradique. Donc le courant faradique par le potentiel d'électrode, c'est ce qu'on appelle la résistance de transfert de charge. Et ce J oméga C, c'est rien d'autre que l'inverse de l'impédance d'un condensateur. Donc vous voyez que Z', finalement, 1 sur Z', c'est la somme de 1 sur une résistance et 1 sur une impédance de condensateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon impédance totale, c'est ma résistance d'électrolyte plus ce terme dont je sais qu'il est la somme en inverse de deux contributions. Donc ça veut dire qu'ici, ces deux parties-là, R et le condensateur, sont en parallèle. Ils sont en parallèle tous les deux, mais ils sont en série avec ma résistance RE d'électrolyte. Donc mon interface électrode-solution peut se modéliser par un circuit électrique équivalent qui est celui-ci. Et je l'ai déterminé par les lois cinétiques que je viens d'énoncer et les considérations simplement de potentiel et d'écriture du courant. Donc vous voyez qu'ici, toute la problématique de l'impédance, ça va être de systématiquement connaître mon système pour être capable d'aller chercher le circuit électrique équivalent. Alors ça reste un circuit électrique équivalent puisque vous voyez qu'ici j'ai modélisé par des résistances ou des condensateurs qui sont des composants électriques qu'on pourrait dire idéaux, tels qu'on les voit en électricité ou en électronique. Il est bien évident que ici dans mon système réel, mon électrolyte n'est pas forcément parfait parce que les lignes de courant et le potentiel à l'intérieur ne seront pas forcément toutes parallèles. Donc déjà, la résistance d'électrolyte, ça va être vraiment quelque chose d'idéal de le modéliser par une résistance pure. Et puis ici, ma surface d'électrode n'est pas forcément plane, il y a peut-être un peu de rugosité. Donc là aussi, modéliser ça par un condensateur parfait, ça va être aussi peut-être problématique. Donc vous voyez que tout ça reste un équivalent puisque vous essayez de faire coller une réalité physico-chimique imparfaite avec des systèmes et des composants qui, eux, sont a priori plutôt parfaits. Mais ça vous permet d'avoir un modèle comportemental et en tout cas, justement, d'aller comprendre un petit peu ce qui se passe.
Alors ici, vous voyez que j'ai barré matériaux d'insertion parce que je n'ai pas pris en compte le fait qu'il pouvait y avoir de la diffusion après le transfert de charge, comme c'est le cas dans les matériaux d'insertion, du lithium ou du sodium. Pour simplifier, vous voyez que déjà, peut-être certains ont déjà mal à la tête pour arriver jusque-là. Donc si vous injectez en plus la diffusion, en fait, il faut ajouter les lois de Fick, les linéariser aussi pour avoir des valeurs qui soient justement linéaires et donc des relations qui soient simples. Et donc en fait, ça va simplement rajouter une impédance de diffusion dans la ligne qui correspond au courant faradique, puisque le transfert de charge et la diffusion des ions lithium sont liés ensemble. Donc ça va apparaître ici. Alors du coup, ce circuit-là qui correspond vraiment au circuit modèle d'une électrode à insertion, quel type de diagramme d'impédance ça va donner? Donc en représentation de Nyquist, on va avoir la partie haute fréquence qui démarre ici, et donc chaque point va décrire l'impédance du système global à une fréquence donnée. Donc là, on est aux très hautes fréquences, et puis là, on est aux très basses fréquences. Donc à très haute fréquence, on va essentiellement voir la résistance d'électrolyte, c'est le premier point ici d'intersection avec l'axe des réels. Ensuite, on va décrire le demi-cercle ici qui est en fait la résistance de transfert de charge en parallèle de la charge de la double couche, et l'amplitude de ce demi-cercle, c'est la valeur de RTC. Et à plus basse fréquence, on va avoir tous les phénomènes de diffusion, donc c'est cette impédance-là qui va être majoritaire, donc avec une droite à 45, et puis ici une remontée capacitive typique des matériaux d'insertion. Donc ça démarre par la diffusion semi-infinie et ça finit par la diffusion restreinte de l'accumulation de charge. Donc voilà des exemples, alors là pour le coup expérimentaux sur des électrodes réelles, donc manganèse et vanadium. Donc vous voyez, vous reconnaissez à peu près l'allure des spectres que je viens de mentionner. Toutefois, vous voyez qu'il y a des déviations par rapport à l'idéalité, puisque la partie basse fréquence devrait remonter à 90 degrés. On voit qu'il y a une déviation, et puis à très haute fréquence, le demi-cercle n'est pas vraiment centré sur l'axe des réels, il est un peu aplati. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le circuit, c'est un circuit modèle qui prend en compte des éléments idéaux, alors que votre électrode, elle est composite et donc bourrée d'inhomogénéité de surface, mais aussi en volume. Donc tout ça va faire en sorte qu'il va y avoir des déviations par rapport à l'idéalité. Alors notamment, effectivement, cette partie haute fréquence, ce demi-cercle qui est un peu déprimé par rapport à l'axe des réels, sont des phénomènes de rugosité qui sont relativement classiques. Et donc pour prendre en compte cet aplatissement du demi-cercle, et en fait qui vient du fait que le condensateur, donc la double couche, n'est pas un élément condensateur parfait, eh bien, on a introduit ce terme de constante phase élément qui est finalement un condensateur, mais avec ce coefficient alpha qui fait prendre en compte la non-idéalité du condensateur. Donc le fait que ce n'est pas des armatures planes, que les surfaces sont rugueuses. Alors faites attention que ce coefficient alpha, normalement, évidemment, mathématiquement, il peut aller jusqu'à 0, il est entre 0 et 1, mais pour que ça reste physiquement un condensateur, il ne faut pas que alpha descende en dessous de 0,8. Moyennant quoi, donc cet élément permet de modéliser un peu plus finement la non-idéalité de nos électrodes et de prendre en compte leur rugosité. Vous avez également des problèmes de porosité, puisque les électrodes, finalement, composites, c'est bien qu'elles soient poreuses pour qu'elles fonctionnent. L'électrolyte doit imprégner l'électrode jusqu'au cœur de la matière. Donc, évidemment, vous allez avoir des porosités qui peuvent électriquement se modéliser de cette façon-là par des lignes de transmission. On peut montrer que l'impédance totale des pores, c'est celui-ci. Et donc après, vous voyez que finalement, si vous faites varier la taille des pores, c'est-à-dire avec ce paramètre petit l, vous allez vraiment impacter la partie basse fréquence de la diffusion. Donc effectivement, sur une solution idéale à 90 degrés, vous voyez que vous pouvez avoir quelque chose de complètement écrasé. Et là, vous retrouvez donc à 45, du pur 45 degrés, c'est-à-dire avec une ligne de transmission infinie, vous retrouvez la diffusion semi-infinie, c'est-à-dire une diffusion qui se fait de façon uniaxiale dans des pores de dimension infinie.
donc sans problématique, on va dire, de confinement. Et donc, vous avez vraiment quelque chose qui peut varier entre le port de dimension infinie et le port qui est complètement fermé, avec donc de l'accumulation de charge et qui se comporte comme un condensateur. Vous pouvez faire varier la forme aussi des ports dans cette ligne de transmission, donc à travers différents éléments du choix de R et de C que vous prenez. Et donc, vous avez ici quelque chose d'assez parlant. Vous voyez que suivant la forme du port, s'il est cylindrique ou plutôt sphérique, vous allez avoir des comportements basse fréquence qui, là aussi, vont être très, très différents. Donc, souvent, les modèles de ports cylindriques, on va retrouver la partie à 45 degrés. Mais si les ports deviennent très sphériques, avec vraiment une entrée très obtuse, vous allez avoir presque la construction d'un nouveau demi-cercle avant d'avoir la partie capacitive. Donc il faut vraiment être très attentif à ces déviations basse fréquence, puisque ça peut vous renseigner sur une morphologie particulière de port. Alors, évidemment, tout ça, ce sont les inhomogénéités naturelles, si on peut dire, des électrodes composites. Et puis, vous avez parfois, donc, dans vos diagrammes d'impédance que vous enregistrez, des distorsions. Alors, j'appelle ça des distorsions, mais en tout cas, l'apparition de phénomènes supplémentaires, puisque vous avez ici, par exemple, à très haut potentiel sur hélice CO2, l'apparition d'un second demi-cercle, qui n'était pas prévu dans le circuit électrique équivalent du départ, parce que on ne sait pas ce qui se passe a priori, donc là ça veut dire qu'il se passe quelque chose qu'on n'a pas pris en compte, puisque nos écritures d'équations cinétiques ne nous ont pas amené au circuit électrique qui permet de décrire l'apparition de ce demi-cercle. Ça arrive aussi à bas potentiel sur d'autres électrodes. Ça peut arriver aussi quand vous changez de solvant. Et puis il y a certains matériaux qui vont avoir des variations de leur spectre d'impédance phénoménale en fonction du potentiel auquel le diagramme d'impédance est enregistré. Donc tout ça fait dire qu'effectivement, il faut regarder un peu plus loin ce qui peut se passer, donc revenir à la physico-chimie, regarder d'un peu plus près. On peut penser effectivement qu'à l'interface entre l'électrode et l'électrolyte, il y a apparition d'un film de passivation, la SEI, ou d'adsorption. Et dans l'un ou l'autre des deux cas, de toute façon, ces deux phénomènes font au moins apparaître ces deux termes impédants, une résistance, une capacitance, puisqu'ils vont gêner le passage des ions lithium jusqu'à l'électrode. Donc si on prend l'exemple du film, on peut définir la résistance du film à travers son épaisseur, par exemple, et sa conductivité intrinsèque, et puis sa capacitance à travers sa permittivité diélectrique. Vous avez ici la permittivité de différents composés qui peuvent être en surface de l'électrode, et évidemment, donc, ça va générer des capacitances différentes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, rassurez-vous, simplement pour vous montrer que tout ça n'est pas sorti d'un chapeau. Donc si je reprends simplement mon transfert de charge, je dis qu'il est homogène, donc c'est le lithium qui fait son transfert à la surface de l'électrode. Ensuite, il y a de la diffusion. Donc ça, ces deux parties-là, c'est l'électrode traditionnelle. Je rajoute juste le fait que je peux avoir une espèce qui, en solution, à certains potentiels, réagit pour donner un film de surface, donc notamment la SEI. J'écris simplement ce que vaut le courant, ce que vaut la diffusion, je linéarise tout ça et j'arrive à décrire l'impédance totale de ce système-là. En faisant ça, une fois que j'ai mon impédance totale, je peux la décomposer en somme de différents termes R, C, en série ou en parallèle. Donc pour ce schéma, on va dire cinétique-là, j'ai ce schéma électrique équivalent-là. Et vous voyez que la SEI, effectivement, fait apparaître ici un terme supplémentaire résistif-capacitance avant le transfert de charge, donc quelque chose qui est vraiment surface. Et comme c'est un circuit RC, ça va me dessiner un demi-cercle en représentation de Nyquist, en plus du demi-cercle lié à la cinétique. Mais je peux avoir évidemment d'autres modèles, si je sais par ailleurs qu'il se passe d'autres choses, ou si je n'ai aucune évidence de phénomènes qui se passent, je décris toutes les possibilités pour voir celle qui est le plus près de ma réalité. Donc vous avez ici simplement le fait que dans la formation de SEI,
vous faites intervenir du lithium de l'électrolyte. Donc le lithium va avoir une double réactivité, celle du transfert de charge classique, mais une partie du lithium peut intervenir dans la formation de la SEI elle-même. Et donc, évidemment, ça va avoir une incidence sur les équations cinétiques, puisque le lithium peut réagir de deux voies différentes. Ici, c'est pour des électrodes qui vont avoir une réactivité non homogène. Donc j'introduis un terme d'inhomogénéité dans mon transfert de charge, c'est-à-dire que je dis qu'une partie du lithium seulement participe à la réaction dans un premier temps, et ensuite c'est le lithium entre les grains qui va réagir, et donc il va y avoir des transferts de charge de lithium de grain à grain. En gros, vous avez des grains qui sont plus lithiés que d'autres dans l'électrode, et donc vous allez avoir des courts-circuits internes entre des grains très lithiés et des grains moins lithiés. On a toujours la diffusion, bien sûr, et puis ici, une formation de SEI chimique en surface. Alors, on écrit les équations, là, j'ai été sympa, oui, je ne vous les ai pas mises, mais elles existent, pour aboutir au circuit donc, électrique équivalent. Et vous voyez que dans le premier cas, la SEI va intervenir de deux façons. Elle va intervenir sur ce terme RC, qui va donner donc effectivement un demi-cercle supplémentaire, mais vous avez aussi ici un terme inductif qui va apparaître, et ce terme inductif, il est simplement fait dû au fait que le lithium réagit de deux façons différentes. Il a deux voies différentes. Donc, vous avez ce terme-là à prendre en compte. Alors, évidemment, quand vous avez ça, vous avez un certain nombre d'éléments aussi qui vous permettent de juger entre ce circuit-là et le précédent. Notamment ici, vous voyez que vous aurez cette boucle pseudo-inductive qui doit intervenir uniquement au potentiel où la SEI se forme. Donc si ce n'est pas ce que vous observez expérimentalement, si vous avez une boucle inductive à n'importe quel potentiel, bah déjà, ce n'est pas décrit par ce schéma-là, donc globalement, ce mécanisme réactionnel n'est pas bon. Et puis ici, par contre, vous voyez que cette boucle pseudo-inductive qui intervient à cause donc, des petits courts-circuits entre grains à l'intérieur de l'électrode, ça doit pouvoir se voir quand l'électrode est très riche en lithium, et une fois que vous faites votre lithiation de façon très lente, vous allez masquer ça, puisque une lithiation lente va homogénéiser a priori la lithiation de façon plus formelle au sein de tous les grains. Donc là, vous avez un moyen de contrôler que, effectivement, ce n'est pas ce mécanisme-là. Donc d'autres manips sont évidemment essentielles pour savoir sur quel schéma électrique vous êtes et quel mécanisme réactionnel est à l'œuvre au sein de votre électrode. Alors souvent dans la littérature, quand on a l'apparition d'un second demi-cercle, on voit souvent, dans 90% des cas, l'intervention de la SEI comme explication, donc la SEI étant un film conducteur ionique. C'est le modèle qui est le plus utilisé. Cependant, il faut au moins vérifier en fait, un certain nombre de critères simplement physiques. Si vous avez un film de SEI en surface des grains, vous avez donc une capacité de votre film donc de SEI qui doit être beaucoup plus petite que la capacité de double couche, puisqu'à ce moment-là, la double couche passe de la partie liquide à la partie SEI solide. Donc vous devez vérifier ça, et puis la résistance du film doit varier en fonction du temps, puisque, sauf si la SEI est stable, mais en tout cas dans les premiers temps de vie de l'électrode, quand la SEI se construit, R de film doit varier. Par contre, si vous avez affaire plutôt à de l'adsorption, c'est l'inverse. Donc l'adsorption, c'est uniquement une couche de quelques atomes ou molécules qui sont adsorbés. Donc là, les capacités d'adsorption doivent être beaucoup plus grandes que la capacité de double couche, la double couche restant bien dans l'épaisseur de l'électrolyte, et le transfert de charge doit varier en fonction du potentiel. Donc il y a quand même moyen de regarder simplement si au moins on satisfait ces critères pour être sûr qu'on peut bien parler d'une SEI. Donc vous l'aurez compris, toute la problématique de l'impédance, ça reste cette problématique d'associer à un diagramme d'impédance un schéma électrique fiable. Donc soit on sait à peu près ce qui se passe, et on écrit effectivement le mécanisme réactionnel, comme je vous ai montré, les équations cinétiques, et là on en déduit le schéma électrique, et a priori, donc, on est sur le bon schéma. Mais si on ne sait rien du tout, évidemment, il faut faire un postulat, un a priori,
et essayer de voir si finalement c'est plutôt tel modèle ou tel autre. Mais vous voyez que pour expliquer ce diagramme-là, en fait, on peut le tracer avec ces 3 circuits électriques-là. Donc j'ai pris 3 circuits électriques équivalents qui renseignent à 3 physico-chimies complètement différentes, mais simplement en faisant varier les résistances et les capacitances, j'ai pu tracer le même spectre d'impédance. Et pourtant, on a 3 réalités physico-chimiques complètement différentes. Donc il faut vraiment bien pouvoir discerner tous ces modèles. Alors quelques exemples, certains issus de la littérature et puis d'autres de nos propres manips. Vous avez par exemple ici sur du graphite des spectres d'impédance qui sont ceux-ci avec donc un demi-cercle qui est très 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 aplati. Alors vous pouvez évidemment modéliser ça comme une succession de plusieurs demi-cercles, ce qui a été le cas ici, où vous avez donc des manips supplémentaires, notamment de microscopie, qui ont permis aux auteurs de montrer que vous avez une SEI qui est formée de plusieurs couches. Alors pour avoir effectivement des circuits RC avec des paramètres R et C suffisamment distincts les uns des autres, ça veut dire que vraisemblablement ces couches sont un petit peu de nature chimique différente, de sorte qu'on peut bien effectivement avoir des circuits RC distincts. Moyennant quoi, vous observez effectivement l'envergure de tout ça qui est quelque chose d'assez aplati, mais qui est la somme de plusieurs demi-cercles, donc en l'occurrence 3 ici. Donc il faut faire également attention, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'un cercle aplati, ça pouvait être aussi une électrode très rugueuse. Donc ici, on aurait pu interpréter ça comme une électrode éminemment rugueuse et dire qu'en fait, on n'avait pas une SEI multicouche, mais une électrode rugueuse. Et donc, ça nous aurait conduit à faire une conclusion qui est fausse par rapport à la réalité, puisqu'ici, c'est bien quelque chose de multicouche qui s'est déposé et qui donne ceci. Donc simplement pour dire que souvent un spectre d'impédance, ce n'est pas suffisant tout seul. Il faut évidemment compléter ça par plein d'autres techniques pour avoir visuellement quelque chose. Le MEB est bien, l'XPS est bien aussi pour savoir les espèces qui sont en surface. Voilà. Si on a un spectre tout seul, c'est extrêmement difficile là, de trancher entre une électrode très rugueuse ou une électrode avec une SEI multicouche. Ici, sur ce matériau-là, on a pu mettre en évidence le fait que dans les premières vies de l'électrode, on avait un phénomène d'adsorption. Donc ici, vous avez les équations cinétiques, où en fait l'espèce est adsorbée en même temps qu'elle fait son transfert de charge. Ensuite, elle diffuse. Et donc, quand on écrit ces équations cinétiques, ça revient à avoir un circuit électrique équivalent qui est celui-ci. Si on simule ce circuit-là, on attend des spectres comme ça qui sont évidemment à rapprocher de ce qu'on obtient expérimentalement, et donc ça collait bien. Donc ça veut dire que c'était pas mal. Bon, alors après, évidemment, on avait d'autres analyses. Donc là encore, en l'occurrence, l'XPS nous a permis de voir qu'effectivement, on avait bien des phénomènes d'adsorption en surface d'électrode. Et puis après, quand cette électrode vieillit, après 30 cycles et après 14 jours de stockage à haut potentiel, on voit que là, effectivement, les spectres d'impédance changent complètement, et donc on a apparition vraiment d'une très large SEI qui apparaît sur l'électrode. Sur du silicium nano, donc là aussi manip faite sur des électrodes réelles, où on voit effectivement que l'électrode de départ est celle-ci, avec des porosités ouvertes au sein de l'électrode, donc ce qui est plutôt bon. Et puis vous avez ici ce qui se passe après 10 et 100 cycles, où on voit que progressivement on a des amas qui se forment de quelque chose qui se stocke dans les porosités, et donc ça devient vraiment très problématique après 100 cycles, puisqu'on a beaucoup moins de porosité ouverte. Alors ça se voit évidemment par d'autres analyses, encore une fois, donc la microscopie plus des analyses par porosimétrie mercure ont permis de montrer qu'on avait effectivement beaucoup de pores qui se bouchaient, et on voit que l'électrode prend en masse, donc on a bien une accumulation de quelque chose dans les porosités de l'électrode. Donc ça nous a conduit à essayer de modéliser ce qui se passait, donc partant d'un système d'électrodes poreuses, donc qui se construit par une ligne de transmission avec des résistances et des impédances.
on voit qu'on peut mettre en équation tout ça et donc définir cette fameuse impédance d'un pore, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc vous avez ici la construction mathématique de cette impédance de pore. Donc cette impédance de pore, vous avez deux cas à considérer, suivant que la paroi du pore est active, c'est-à-dire le transfert de charge va pouvoir se faire, ou alors elle est inactive, et donc elle va réagir comme un condensateur qui ne laisse pas passer les espèces, donc une électrode bloquante. Donc vous avez ici ce qui se passe, donc vous mettez un condensateur dans la ligne de transmission pour modéliser le fait qu'effectivement il n'y a pas de change de matière possible à l'intérieur des pores entre le grain, la paroi du pore et le milieu électrolytique, donc ce qu'on appelle un pore bloquant. Et vous avez le pore qui reste actif, c'est-à-dire que vous voyez que dans chacun des pores, vous allez retrouver transfert de charge et charge de la double couche. Donc, au lieu d'avoir un transfert de charge macroscopique sur la surface de l'électrode, vous distribuez le transfert de charge dans l'ensemble des porosités de l'électrode, puisque tous les pores sont ouverts et sont donc actifs pour assurer le transfert de charge dans le pore. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, l'impédance va pouvoir se définir. Et on va avoir quelque chose d'assez flagrant, c'est que par rapport à une électrode plane où on a un transfert de charge qui se fait vraiment sur la surface, donc avec un demi-cercle bien centré, et puis une diffusion dans l'électrode à 45, lorsque on renvoie le transfert de charge et la diffusion dans l'ensemble des porosités, on peut montrer que le Z est la racine carrée du Z de l'électrode plane. Donc du coup, tous les angles sont divisés par 2. Donc tout ce qui était à 90 degrés passe à 45 et tout ce qui était à 45 passe à 22,5 à cause de cette racine carrée qui provient d'ici. Et donc du coup, on va avoir évidemment un spectre qui va être plutôt de cette forme-là. Donc c'est à peu près ce qu'on a illustré donc, sur ce silicium nano. Il a été cyclé, donc, vous voyez, dans cette gamme de potentiels-là, où en fait les variations de volume sont très très grandes, puisqu'on part du silicium pur et on va le lithier. Donc on a une expansion volumique très forte, et cette expansion volumique très forte, au fur et à mesure des cyclages, va faire en sorte que la SEI qui se dépose, eh bien, en fait, elle se décroche à chaque délithiation. Donc, quand vous allez recharger tout ça est réversible, donc vous allez reperdre en surface, et donc une partie de la SEI qui était à la surface de la grosse particule, quand la particule va maigrir, cette couche de surface va tomber progressivement, et elle va tomber et s'accumuler dans les porosités de l'électrode. Et donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure des cycles, on voit apparaître ce terme impédance métrique ici, dû aux porosités qui se bloquent, et une asphyxie progressive de l'électrode qui peut être modélisée ici par tous ces pores qui commencent à être remplis de SEI qui s'est décroché. Par contre, si on cycle le silicium sur la partie basse, en fait, entre du silicium finalement déjà lithié et la fin de lithiation, l'expansion volumique est beaucoup plus petite. Donc du coup, on a moins de respiration du matériau, et donc ça conduit à une formation de SEI plus stable. Il y a moins de perte de SEI avec la respiration de ces particules. Et ça se voit ici, effectivement, on voit bien que les spectres d'impédance sont très courbés et sont complètement explicités par de la porosité qui reste très ouverte. Même après 100 cycles, vous voyez qu'entre 50 et 100 cycles, on a quasiment le même spectre d'impédance. Donc les pores restent vraiment très actifs parce que, encore une fois, on a stabilisé la SEI, il n'y a plus de décrochage de matière, et donc on ne vient pas boucher les porosités. Donc là, on a pu évidemment cycler davantage ce matériau. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est qu'ici, on a beaucoup moins de capacité. Quand on cycle sur l'ensemble de la matière, on a une capacité énorme, mais une asphyxie progressive des électrodes. Alors, sur les microbatteries tout solides, pourquoi c'est intéressant aussi? Alors bon, les microsystèmes sont intéressants évidemment microélectroniques, je ne vais pas m'étendre sur leur intérêt. Juste l'intérêt pour le principe de la mesure, c'est que en fait ici, dans le tout solide,
les interfaces sont a priori mieux définies qu'entre du liquide et du solide, et a priori plus stables. J'ai mis stable entre guillemets parce que le a priori aussi, on verra que finalement les interfaces solides-solides ne sont pas forcément toujours stables, en tout cas pas comme on aurait pu l'imaginer. Et puis surtout, elles restent complexes parce qu'il peut y avoir des interdiffusions d'éléments, donc de la réactivité chimique entre deux matériaux solides entre eux. Donc ce n'est pas toujours forcément évident. Bon, moyennant quoi, sur ces micro-batteries, donc l'électrolyte il est solide. Si on le coince entre deux électrodes de platine pour avoir les specs d'impédance, on voit que là on a des choses très très belles, où on a juste la réponse du lipon, donc qui est l'électrolyte solide, avec une belle remontée capacitive due aux électrodes bloquantes, le lithium ne pouvant bouger qu'à l'intérieur du lipon. Si on fait ces manips en température, on va pouvoir avoir accès à la conductivité du matériau, son énergie d'activation, et puis également connaître sa permittivité diélectrique. D'ailleurs, cette permittivité diélectrique, on peut la représenter elle-même en complexe, puisque tout est complexe là-dedans, à partir du moment où on travaille en régime sinusoïdal. Et donc, du coup, on peut aussi avoir des informations sur la mobilité des ions lithium, et donc calculer un coefficient de mobilité, une vitesse pour ces ions lithium dans le lipon. Si on fait maintenant l'impédance de tout le système, donc là, évidemment, dans un système tout solide, on ne peut pas mettre facilement une électrode de référence. Donc là, on n'a pas le choix. On va avoir l'impédance de l'ensemble du microsystème de stockage. Donc on va vraiment avoir toutes les couches et interfaces possibles. C'est pourquoi le diagramme d'impédance est plus compliqué, puisqu'on a plus de contributions, puisque plus d'interfaces et de couches. Alors la manip d'avant nous a permis de voir que le lipon, c'est vraisemblablement la contribution A, puisque ça relaxe à la fréquence caractéristique qu'on a déterminée préalablement, et puis ça correspond bien à la résistance due à l'épaisseur de lipon utilisée. Pour la dernière partie, puisqu'on a accolé à la partie C la partie diffusionnelle, bon, c'est vraisemblablement tout ce qui est transfert de charge, mais on a surtout deux contributions, B et B', dont on ne sait pas pour l'instant ce qu'elles sont. Donc pour savoir ce qu'elles sont, il faut faire des analyses complémentaires et notamment enregistrer le spectre d'impédance du système à différents potentiels. Donc par exemple, pendant toute la décharge de la microbatterie, on vient collecter le diagramme d'impédance du système et on voit que la contribution B relaxe toujours à la même fréquence. Par contre, B' va avoir des fréquences de relaxation différentes. Et donc ici, on peut en plus bien confirmer que C était le transfert de charge, puisque ça décrit assez bien, en fonction du potentiel, ce que doit être le transfert de charge du système. Donc pour trancher entre B et B', on fait des vieillissements accélérés. Donc on maintient la microbatterie à un état chargé à 4,2 volts et on voit au cours du temps eh bien, une augmentation de l'impédance, mais qui dans un certain cas est réversible. Donc du coup, ça nous a permis d'attribuer de façon à peu près sûre les différentes contributions, notamment que B, c'est la partie réversible en fait, qui est liée à l'interface entre le lipon et le lithium. Vous voyez ici que quand vous cyclez votre batterie, vous avez des interfaces solides-solides qui sont propres. Et puis, si vous stockez la microbatterie à un état chargé, vous avez une délamination progressive du lithium qui vient se décoller du lipon. Et donc, c'est cette délamination, donc ce mauvais contact qui va donner naissance à plus ou moins de contributions B. Et une partie qui, elle, est irréversible. Donc là, dans le premier cas, j'ai dit réversible parce qu'en fait, si vous faites un cyclage, si vous avez ça, un simple cyclage vous permet de reconstruire l'interface lithium et de redéposer une couche de lithium propre, et donc vous retombez là-dessus. Donc ça, c'est vraiment réversible. C'est quelque chose qui, la délamination n'est pas irrémédiable. Par contre, la partie B', elle est irréversible, et donc grâce à des analyses XPS un peu fouillées ILS, on a pu mettre en évidence que c'était sans doute, enfin vraisemblablement le LiCO2, donc la couche de matériaux actifs, puisque le LiCO2 peut avoir différentes orientations dans la couche mince, il peut aussi exister sous différentes phases,
Et surtout, il y a des différences de concentration en lithium entre la surface et le cœur de la couche au cours des cycles de charge et décharge qui sont montrés ici. Vous avez des couches qui sont très riches en lithium et d'autres beaucoup moins. Et donc une inhomogénéité qui fait que tout ça fait en sorte que le LiCO2 n'est pas homogène. Et donc du coup, il a une permittivité diélectrique différente en fonction de la profondeur. Et ça donne une contribution RC supplémentaire qui effectivement est irréversible parce que ces transformations-là sont elles-mêmes irréversibles. Donc dans le cas des microbatteries, la spectroscopie d'impédance est intéressante d'un point de vue fondamental, bien sûr, pour bien calibrer les modèles, etc., mais d'un point de vue industriel pour les constructeurs, parce qu'on voit que chaque phénomène a une fréquence caractéristique bien particulière, et donc si on veut checker l'intégrité de la couche d'électrolyte solide, il faut aller voir ce qui se passe à 130 kHz. Si on veut regarder si le transfert de charge est toujours opérant, il faut regarder plutôt dans cette gamme de fréquences. Et en fonction des vieillissements supposés, on sait déjà prédire si ça doit augmenter ou diminuer avec soit du temps qui passe, soit du cyclage, soit si on fait un stockage de ces microsystèmes à haut potentiel. Dans le cas des véhicules électriques, l'intérêt pour les constructeurs, c'est aussi de voir comment les systèmes vieillissent. Donc on s'est penché sur des batteries qu'on fait vieillir de façon accélérée, et on voit effectivement que dans les diagrammes d'impédance, on a des choses qui bougent et qui se traduisent, alors d'un point de vue fonctionnel, par des résistances dynamiques qui augmentent. Donc là, c'est typiquement dans le véhicule électrique de la perte de puissance. La batterie n'est plus capable de vous fournir la puissance désirée parce que la résistance interne a augmenté de façon très grande. Donc pourquoi et comment surtout tout cela arrive? Comment on peut savoir les phénomènes parasites? Comment on peut les modéliser pour mieux les prédire, voire les annihiler? Donc là, vous avez les specs d'impédance d'une batterie réelle, et puis on a fait varier soit la température. À ce moment-là, vous voyez qu'en fait, ça fait simplement un décalage du spectre d'impédance sur l'axe des réels, mais ils sont tous homothétiques, les uns par rapport aux autres. Par contre, si on fait cycler la batterie à différents régimes, plus ou moins violents, on voit que là, en fait, c'est l'envergure de l'impédance qui va bouger. Donc on a deux effets combinés, on peut dire. On a l'effet de la température qui provoque une augmentation de la résistance, a priori, et un effet du cyclage qui, lui, provoque une augmentation de l'impédance totale. Donc on a un couplage entre la température et l'effet d'usage. Et donc là, si on combine les deux, c'est-à-dire on fait cycler en même temps qu'on met de la température, on voit qu'on a ce couplage-là, puisqu'on a effectivement le décalage de résistance due à la température, plus l'augmentation générale d'impédance due au cyclage. Donc le fait que ce soit complètement additif, ça a permis de mettre en place un modèle de vieillissement à durée de vie pondérée, puisqu'on voit qu'on a deux termes de fatigue qui interviennent. Un terme dû à la température, donc au temps qui passe, qui est le vieillissement calendaire, et puis un terme qui est dû au cyclage, c'est-à-dire aux ampères-heures que la batterie voit lorsque vous la faites fonctionner. Et donc ces deux termes donnent naissance à ce vieillissement, et donc il y a des facteurs de pondération pour chacun en fonction du courant, de la température et de l'état de charge de la batterie. Donc tout ça, évidemment, est un peu plus compliqué, donc je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on peut évidemment avoir accès à ces facteurs de pondération en faisant varier un certain nombre de paramètres, et donc du coup avoir le modèle complet, c'est-à-dire l'équation générale. Ici on peut mettre l'énergie ou la capacité en fonction donc, des ampères-heures échangés ou du temps qui est passé. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et donc vous avez ici les points sont les expériences, et les courbes de tendance sont le modèle. Donc vous voyez que ça colle assez bien, sauf pour les régimes très violents, parce que là, le couplage n'est pas si évident, ce n'est pas une simple addition. Donc actuellement, on va regarder un peu plus finement ce qui se passe pour les cyclages violents. Il y a vraisemblablement des effets thermiques qui interviennent, et donc la température est à prendre en compte de façon plus fine. Mais pour les cyclages, on va dire, moins violents, on voit qu'on a un assez bon accord.
Voilà, et donc je vais terminer mon exposé par quelques choses qui nous intéressent en ce moment. C'est tout ce qui concerne justement la discernabilité. Vous l'aurez compris, et si j'ai un message à faire passer sur l'impédance, effectivement, d'être toujours bien vigilant sur le choix des circuits, modèles que vous utilisez pour être sûr que ça correspond bien de la physico-chimie et essayer de faire en sorte que ce soit corroboré par d'autres manips. D'autant que souvent les méthodes qui permettent d'affiner les spectres d'impédance sont des méthodes ponctuelles, par analyse des moindres carrés, et ça peut effectivement dans certains cas conduire à des problématiques de discernabilité. Donc nous, on a regardé un peu ce qu'on pouvait faire là-dessus, et donc notamment en mettant en place des méthodes ensemblistes qui permettent non pas de regarder un point expérimental comme étant un point, mais de prendre en compte toutes les erreurs relatives et puis la précision de l'appareillage en compte. Et donc, au lieu de réfléchir sur un point, on réfléchit sur un intervalle de confiance qui va être notre gabarit et qui permet de dire, bah, mon point, je dis que ma résistance elle est à 3 ohms, mais avec l'imprécision de l'appareil plus tout un tas de choses que je veux prendre en compte, je vais dire qu'au lieu de prendre 3, je vais dire que ça peut varier entre 2 et 4. Et donc, du coup, je vais réfléchir sur l'ensemble de ces paramètres-là. Donc, du coup, ça veut dire qu'on va construire un pavage de l'ensemble de nos points en mettant sur chacun les intervalles de confiance qui les concernent. Et ensuite, on va pouvoir, donc, en fonction du modèle choisi, regarder si on est plus proche d'un modèle ou de l'autre. Vous avez ici quelque chose de typique. C'est que si vous avez donc ce modèle de film ou d'absorption, dans certains cas, vous ne pouvez pas discerner si vous êtes avec les méthodes classiques des moindres carrés. En fait, vous allez trouver des paramètres R, C qui vont vous fitter les deux spectres et qui vont vous trouver donc des paramètres résistifs, capacitifs, et donc vous ne serez pas en mesure de distinguer si vous avez plutôt de la SEI ou si c'est finalement quelque chose qui s'absorbe, qui peut éventuellement se désorber. Par contre, en prenant en compte l'ensemble des intervalles de confiance autour de chaque point, qui sont beaucoup plus grands à basse fréquence, parce qu'à basse fréquence, on perd en précision, vous avez la possibilité ici de montrer que finalement, ce modèle-là n'est pas compatible avec l'ensemble des points et des intervalles de confiance, alors que ce modèle-là reste, lui, compatible. Donc vous avez une discernabilité qui intervient simplement parce que ici, dans cette méthode-là, c'est l'ensemble des paramètres R et C qui doivent être acceptables, alors qu'ici, c'est ponctuel, donc c'est un paramètre R, un paramètre C, ils sont indépendants finalement les uns des autres. Ici, vous prenez vraiment l'ensemble des paramètres R et C tous ensemble, donc ça vous permet de mieux discerner. Voilà, j'ai terminé mon exposé, les remerciements habituels, nos financeurs, et vous pour votre attention.